Eh bien, bonjour à tous. Nous sommes en live pour ce webinaire France ACPI avec un focus sur Comet, géré par Alderan. Je vous propose d'attendre une minute que les participants arrivent et puis on démarre à 18h, 18h02 puisqu'il est 18h01. Hop, je vais vous partager ma présentation. Tac. Si c'est possible. Si c'est possible, je vais y arriver, excusez-moi, hop. Peut-être avant de démarrer, je fais ça en live en même temps, je vais demander à Pauline et Miranda de se présenter dans un premier temps, et puis on y reviendra par la suite, nous dire un peu qui vous êtes, ce que vous faites chez Alderan, et pendant ce temps-là, je vais réussir à trouver la présentation qui s'est échappée. Ça marche. Bah écoutez, bonsoir à tous. On est ravis d'être là et moi je suis ravie d'être en présence de Paul et de Miranda qui est à mes côtés. Donc moi je m'appelle Pauline Collet, je suis directrice du développement et du marketing d'Alderan. Je suis arrivée en février 2018, donc il y a plus de 6 ans maintenant chez Alderan, pour développer la partie grand public qui n'existait pas. Et donc vous connaissez peut-être déjà Activimo, qui a été lancé en septembre 2019, qui a connu un franc succès. D'ailleurs, s'il y a certains souscripteurs parmi vous, je voudrais les en remercier chaleureusement. Et on va faire en sorte, et je vais faire en sorte, je vais essayer que Comet soit un succès similaire. Bonsoir à tous, je suis Miranda Kabiri, je suis également ravie d'être parmi vous ce soir. J'ai rejoint Alderan en octobre dernier en tant que directrice de l'international et du fund management. Je m'occupe de mettre en place la stratégie d'internationalisation de nos fonds et de veiller à la bonne performance de nos SCPI. Merci. Normalement, vous voyez mon écran et vous voyez une présentation avec France SCPI, le site pour investir en SCPI. Est-ce que vous pouvez me le confirmer, Pauline et Miranda ? Oui, tout à fait. Génial, ça fonctionne, ok. Je suis obligé quand même de vous rappeler avant tout que France SCPI, c'est un site avec de l'actualité et des informations sur les SCPI, mais c'est aussi et surtout un site qui permet d'investir dans les SCPI. Donc c'est toujours bien de le rappeler pour les personnes qui nous regardent, qui ne le savent pas encore, ou les personnes qui nous regarderaient en replay sur YouTube ou sur LinkedIn. Je suis également obligé de vous rappeler que investir dans les SCPI comporte pas mal de risques, comme la variation du prix de la part, comme la variation des revenus futurs, etc. Je suis également obligé de vous rappeler que la SCPI, et on va en parler, supporte un risque de liquidité qui fait que on a une possibilité de voir sa part bloquée et de pas pouvoir récupérer ses fonds tout de suite, et on supporte également une contrainte qui est l'horizon d'investissement qui est conseillé, pas obligatoire, mais de 10 ans minimum. En tout cas, nous, c'est ce que l'on dit à nos clients, parce que le sous-jacent est de l'immobilier. Et enfin, j'en aurais terminé avec ces disclaimers. On est obligé de vous dire que ce soir, ce dont on va vous parler, la SCPI Comet ou évoquer d'autres SCPI, ce n'est pas un conseil personnalisé, mais c'est bien un focus sur certaines SCPI, et que pour avoir un conseil personnalisé, il faut qu'on s'enquiert de votre situation patrimoniale, personnelle ou financière. Donc, je vous inviterai à vous rapprocher de vos conseillers préférés chez France SCPI. Voilà. Ceci étant dit, donc le but ce soir, c'est de réaliser un focus sur la nouvelle SCPI Comet. On a plein de questions à vous poser. Je vous propose de respecter plus ou moins ce programme. C'est de faire un point sur le marché, un très court point sur le marché des SCPI au premier trimestre et par transposition au premier semestre, de parler bien évidemment de la SCPI Comet avec Miranda Kabiri et Pauline Collet, donc qui font partie, vous l'avez compris, de chez Alderan. Je vous proposerai d'échanger également. Moi, j'ai plein de questions à vous poser et je sais que j'en aurai encore d'autres. Et puis vos questions, alors c'est en quatrième point, mais je pense que ça arrivera au fur et à mesure si elles sont dans le contexte. On démarre sans plus attendre. Alors, qu'est-ce qui s'est passé sur ce premier trimestre ?
premier trimestre et puis par transposition premier semestre. Alors c'est le gouffre, c'est-à-dire qu'on se retrouve face à un mur de collecte ou plutôt une descente, puisque vous voyez que au premier trimestre 2024, on passe à 800 millions d'euros de collecte et nos estimations nous font dire que au deuxième trimestre, ce sera également 800 millions. Donc, ça paraît énorme pour des épargnants comme vous et moi classiques, 800 millions, sauf que c'est 50% quasi de moins que la moyenne trimestrielle depuis 2017, où on est à peu près à 1,5-1,6 milliard d'euros par trimestre. Ce qui explique ceci, et on le voit, c'est un mouvement qui est enclenché depuis à peu près le troisième trimestre 2023. C'est évidemment les conflits armés partout dans le monde, qui génèrent une baisse des taux annoncée, une augmentation des taux annoncée par les différentes banques centrales, et qui fait que évidemment les placements qui sont un peu plus risqués, un peu plus long terme, avec un taux de rémunération moindre, sont un peu moins apprécié par les épargnants, qui favorisent des placements plutôt court terme. Mais ça, on va voir que c'est pas tout à fait vrai. Il y a aussi des placements qui SCPI, j'entends, qui convainquent pas mal d'épargnants. Et puis j'ai pas besoin de vous rappeler que le contexte politique français n'arrange rien si on en avait besoin. Et effectivement, la collecte va être un tout petit peu affaiblie probablement sur 2024. Est-ce que c'est une mauvaise nouvelle? Non, je pense que c'est une purge nécessaire. C'est une opportunité aussi pour certaines SCPI, donc Comet, dont on va parler. Alors, parfois, le raccourci que peuvent faire certains épargnants, du moins ce que l'on voit, c'est que, qui dit baisse de collecte dit forcément baisse de rendement. Alors là, je vous mets un graphique que je vous montre régulièrement. On s'aperçoit que ce n'est pas parce que la collecte baisse que le rendement baisse. De la même manière, ce n'est pas parce que la valorisation qui est liée probablement parfois un peu à la collecte baisse, la valorisation des SCPI, on nous pose la question sur certaines SCPI, ce n'est pas parce que la valorisation baisse que le rendement en euros, en tout cas, baisse. Et là, on le voit particulièrement bien imagé depuis 1988, donc depuis plus de 40 ans. On s'aperçoit que effectivement les SCPI sont dans un tunnel qui est intéressant, qui est toujours compris entre plus 8%, à part une année où on la dépasse, plus 8% et plus 4% de rendement. Donc on est dans un tunnel qui est intéressant, qui permet aux épargnants de se projeter et qui a un caractère sinusoïdal certes, mais qui en tout cas est rassurant. Et nous, notre projection 2024, pour l'instant, puisqu'il peut se passer beaucoup de choses, j'espère pas qu'on aura un confinement en deuxième partie d'année, mais tout est imaginable, eh bien, la projection que l'on peut faire, c'est 4,65% de rendement. Alors, ce rendement, évidemment, il n'est pas homogène, c'est-à-dire que c'est une moyenne. Et cette moyenne, eh bien, elle impacte la collecte. La collecte, on a vu, elle est plutôt faible depuis le début de l'année. Et cette collecte, ce dont on s'aperçoit, alors graphique tout simple, on a fait apparaître la collecte, la pondération de la collecte en fonction du rendement, du taux de distribution des SCPI. Alors je sais que parmi vous, on a des frondeurs, et à raison, qui vont nous dire, ouais, mais attendez, vous parlez du TD 2024 alors qu'on a vécu que 3 mois. C'est vrai, il reste encore 9 mois, mais n'empêche que ça permet de se projeter. Je suis d'accord avec vous, il peut se passer beaucoup de choses. Ce dont on s'aperçoit, c'est que aujourd'hui, eh bien, il y a une sorte de ventre mou. La moyenne sur ce TD 2024, premier trimestre, est de 4,46. On s'aperçoit qu'il y a un ventre mou entre 4,46 et 6%. Au-delà de 6% et jusqu'à 7%, enfin au-delà de 7%, on collecte quasi 45% on capte, les SCPI qui ont plus de 6% de rendement captent plus de 45% de la collecte. Il y a un 39%, me direz-vous, entre 5 et 6, c'est vrai, mais c'est une collecte qui est drivée par des SCPI qui émanent d'une société de gestion star qui est Corum, avec 2 SCPI qui sont Corum XL et Corum Eurion. C'est pas l'objet d'aujourd'hui, mais si on les retire de cette tranche 5 à 6%, il reste plus beaucoup de collecte. Donc on s'aperçoit que avant, quand on avait une SCPI qui était positionnée autour de la moyenne, autour des 4,5, eh bien elle
elle continuait de convaincre les épargnants. Aujourd'hui, même si vous êtes au-dessus de la moyenne, même si vous êtes à 4,9 ou même 5%, en tant que SCPI, vous ne convainquez plus, sauf, il y a un sauf si vous êtes en thématique. Et là, on le voit évidemment. Alors là, c'est un peu plus probant. Là, on a fait apparaître toutes les SCPI, leur collecte et le rendement qui apparaît là sur la courbe en doré. Donc, plus on va à droite, plus le rendement est élevé. On s'aperçoit en effet que vous avez une collecte qui, plus le rendement est élevé, plus elle attire, et de manière assez logique, assez classique, mais c'est bien de le rappeler, évidemment, ça convainc les épargnants. Mais pas que, parce que cette collecte, elle est aussi quelque part, même si elle n'est pas le seul indicateur, elle est aussi un signe de bonne santé. Et là, j'essaye de partager mon écran sans faire de bêtises. Hop, voilà. Je ne sais pas si vous voyez le fameux outil que l'on montre régulièrement. Je ne sais pas, Pauline et Miranda, si vous pouvez me confirmer que vous voyez. Pardon ? On voit parfaitement, Paul. Génial, super. Ici, on a fait un outil. Alors, vous pouvez l'atteindre depuis France SCPI ici sur ce bandeau pour ceux qui ne l'auraient pas, je télécharge. Ici, on a fait apparaître un outil qui met en lumière plusieurs indicateurs assez simples. Le premier, c'est la collecte au 4e trimestre 2023, la collecte au 1er trimestre 2024. Ici, les parts en attente de compensation. Donc, est-ce que j'ai des épargnants qui ont dit je veux revendre mes parts et qui attendent? La même chose au 30/03 2024 pour voir l'évolution ensuite en colonne J, l'endettement et puis le taux de distribution. Ce qui nous permet en effet de dire est-ce qu'il y a des bonnes perspectives pour cette SCPI? Est-ce qu'il n'y a pas de bonnes perspectives, etc. Et donc, en effet, là, je vais prendre un exemple qui va vous montrer que la collecte a quand même son importance. Je vais en ligne, par exemple, je sais pas moi, je peux prendre épargne foncière. Épargne foncière, c'est une SCPI qui existe depuis plus de 60 ans, qui a prouvé sa résilience, mais qui aujourd'hui, par exemple, sur les 3 derniers mois de l'année 2023, ne collecte pas, sur les 3 premiers mois de l'année 2024, ne collecte pas non plus. Donc ça commence à être compliqué. Qui a des parts en attente de compensation au 31/12 à 305 millions d'euros. Donc ça représente quand même une somme importante. 368 millions d'euros. Donc ça augmente en 6 mois. Enfin en 3 mois, mais en tout cas sur 6 mois. Et puis c'est une SCPI qui est endettée. Alors est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal, je ne sais pas, mais la manière dont la SCPI peut, se désendetter et convaincre, c'est soit en se servant sur les réserves, soit en prenant effectivement de la nouvelle collecte pour désengorger ses parts en attente, soit en vendant des biens. Et en effet, il y a certaines SCPI, alors c'est des SCPI qui sont considérées peut-être à tort comme des SCPI d'un ancien temps, donc souvent des SCPI bancaires qui doivent vendre ce qu'on a dit plutôt trivialement des bijoux de famille, et en face de cela, vous avez des SCPI qui sont plutôt opportunistes, qui ont de l'argent, qui arrivent au bon moment. Alors je remonte tout en haut et vous voyez qu'ici on a effectivement de la collecte. Alors Alderan, c'est la première avec Comet, avec un taux de distribution de 10%. On va en reparler. Et puis vous avez ici d'autres SCPI qui continuent de convaincre, qui sont peu endettés et qui ont des taux de distribution élevés. Et moi, ce que j'ai envie de voir, ce que j'ai envie de demander directement à Pauline et Miranda, c'est est-ce que vous êtes capable de tenir ce 10% qui est sur 3 mois, on est d'accord, annualisé, encore une fois, mais est-ce que ça va tenir et comment vous faites surtout? Je pense que sur l'année 2024, on est en capacité de le tenir. Après, il faut qu'on ait envie de le faire. Oui. Parce que c'est bien de distribuer des rendements élevés, mais l'idée c'est de tenir le plus longtemps possible et d'éviter d'avoir trop d'à-coups. Après, on estime que si la performance est là, il faut être en capacité de la distribuer. Ça sert à rien de la distribuer aux gens qui vont arriver ensuite. Mais on verra que, en tout cas sur la durée, sur 10 ans, si on arrive à tenir un 6+, ce sera déjà, à mon avis, le contrat sera largement rempli. Okay. Et bien entendu, comme tous les véhicules qui démarrent, on devrait avoir des taux de distribution. Je parle sous couvert de Miranda, qui est directrice de l'international et du fund management, et qui donc pilote la performance des fonds. Normalement, on devrait avoir de belles années devant nous avant d'atterrir vers les 6%. Okay. C'est une performance intéressante, je crois.
Est-ce que vous voulez commencer à présenter Alderan, puisque c'est le but? Allez, on va commencer par présenter Alderan. On va peut-être passer directement à la slide suivante. Alderan, c'est une société de gestion de portefeuille indépendante, donc qui n'appartient pas à un réseau bancaire, qui aujourd'hui est détenu par ses salariés et par son management. Et donc, cette société de gestion, elle est d'un peu plus d'1,4 milliard d'encours sous gestion. Donc, elle a connu une belle progression. Quand je suis arrivée début 2018, on avait 200 millions d'encours sous gestion. Donc, c'était une société de gestion qui a été créée en 2015, agréée AMF en 2017. On est l'émanation d'un family office immobilier de 2 entrepreneurs, Rémi Bourgeon, qui est aujourd'hui notre président, et Alain Mallard, qui était le fondateur de Novalliance. Et Novalliance, c'était une grande plateforme de transport et logistique en France. En 2019, on s'est fait connaître avec le lancement de la SCPI Activimo en septembre 2019. Il faut croire qu'on a pas mal de chance sur le lancement de nos fonds. On avait pris pas mal de retard, mais on s'est lancé juste avant la crise sanitaire. Je pense que ça nous a pas mal porté, puisque les gens ont été convaincus et ont eu envie d'investir sur cette classe d'actifs qu'ils ont trouvé, à mon sens, porteuse, intéressante, résiliente. Activimo, aujourd'hui, c'est un peu plus d'1,2 milliard sous gestion. Depuis, on n'a pas chômé. On a lancé des club deals, la gamme Vadora. Vadora en 2021 dédié au transport, à la logistique. Vadora 2 dédié au tourisme, à l'hôtellerie. Et en 2023, avec un peu de retard encore, mais avec un momentum de marché qui me semble être particulièrement intéressant, on a lancé la SCPI Comet, qui a été lancée le 18 décembre dernier. On a l'habitude chez Alderan d'intervenir sur toutes les classes d'actifs d'immobilier tertiaire, même si, bien entendu, vous nous connaissez essentiellement sur la partie logistique et activité. Et pour cause, ça représente plus de 2/3 de nos encours sous gestion. Mais on intervient aussi sur la partie bureau, par exemple. On a un OPPCI dédié qui est consacré à cette classe d'actifs, un club deal régulé. Et on a un deuxième club deal, Vadora 2, qui est dédié à l'hôtellerie et au tourisme. Donc, on intervient sur toutes les classes d'actifs liées à l'immobilier tertiaire. Enfin, Alderan, slide suivante, c'est une société de gestion qui a été créée en 2015, agréée AMF en 2017, mais dont l'expérience, elle remonte à 2000. Donc, on peut dire qu'on a 24 ans d'expérience, si je remonte à OGRL. On est une équipe de 50 personnes. On aime se donner les moyens de nos ambitions. Et on va voir que pour se lancer à l'assaut de l'international, on avait besoin d'avoir un talent et d'avoir des compétences internalisées. Et Miranda sera là pour vous montrer à quel point c'est nécessaire et c'était important pour nous. Je rappelle qu'on gère nos 465 locataires en interne. On a internalisé les fonctions clés de l'immobilier chez Alderan, gestion locative, donc ce qu'on appelle le property management, les travaux, ce qu'on appelle l'asset management, de façon grossière, on parle de travaux, et aussi la comptabilité, puisqu'on considère que toutes ces fonctions clés participent à la valorisation des actifs. Et je crois qu'en ce moment, c'est quelque chose de particulièrement important. Et bien entendu, on ne gère pas que Activimo ou que Comet. Aujourd'hui, au sein d'Alderan, on a 18 fonds à la fois régulés ou non régulés. Je crois qu'on va laisser la parole peut-être à Miranda, qui va nous parler d'international, qui va nous dire pourquoi on a choisi d'aller à l'international, comment, c'est important, et peut-être où. Oui, alors le pourquoi. Alors déjà pour présenter un petit peu plus la structure et l'équipe qui travaille avec moi sur cette partie fund management et également développement à l'international. Moi, je travaille sur le pilotage de la performance avec 2 personnes. Je travaille également main dans la main avec notre équipe investissement, donc composée d'une équipe de 5 personnes bientôt, donc avec qui on sillonne l'Europe dans un premier temps, mais également d'autres pays pour être toujours en avance et prêt à investir à l'étranger. Alors le pourquoi, il est assez simple. La SCPI Comet est une SCPI opportuniste évidemment, qui a une durée de vie de 99 ans comme toutes les SCPI possibles, et qui vend un objectif de distribution de 6% de rendement dans le temps. Tenir un rendement sur 99 ans, c'est pas évident. Donc, on avait besoin de d'étendre tout simplement notre terrain de jeu, avoir un maximum de possibilités possibles, donc des classes d'actifs les plus élargies possibles et également une géographie élargie, de manière à pouvoir capter à tout moment des opportunités. C'est-à-dire, lorsqu'un marché va se compresser, il faut qu'on puisse se tourner vers un autre marché. Et c'est vraiment la raison principale pour laquelle la SCPI Comet est un véhicule exclusivement dédié à l'étranger, puisqu'il ne peut pas investir en France. L'autre point qui nous pousse à aller vers l'étranger, à l'international, c'est le fait de constater qu'à l'étranger, on va pouvoir augmenter la rapidité des process d'acquisition.
Là où en France, on va être sur un rythme de 3 à 6 mois. On va arriver à closer des deals sur 4 semaines, 6 semaines en moyenne tous les 2 mois à l'étranger. Donc, lorsqu'on a des véhicules SCPI qui ont un délai de jouissance de 5 mois, tout investissement fait avant les 5 mois crée un effet relutif, puisqu'en fait, on va avoir du rendement qui n'est pas encore dû aux investisseurs. Et forcément, ça a un impact positif sur la performance des fonds. À l'étranger, on va aller chercher des marchés que j'aime bien appeler SCPI compatibles. En tout cas, ce que nous, chez Alderan, on considère comme étant SCPI compatibles. Des marchés plutôt bien structurés, assez faciles d'accès. Des marchés où on va pouvoir trouver des actifs de taille moyenne, entre 5 et 25 millions. Des marchés qui vont être en faveur des propriétaires. On le sait, hein, malheureusement ou heureusement, après, on va pas faire de débat là-dessus. En France, on va plutôt être en faveur des locataires. À l'étranger, c'est un petit peu différent. Lorsqu'un locataire ne paye pas, en fait, il a 2 choix, c'est soit il paye, soit il part. Donc, quand on est détenteur de parts de SCPI, c'est quand même plutôt rassurant parce qu'il est peu probable d'avoir un locataire qui reste en place pendant des mois, voire des années, et qui ne paye pas son loyer. Et ça, c'est quand même important. Moi, je me souviens, pendant la crise sanitaire, je gérais un fonds de private equity immobilier exclusivement investi en Europe. On n'a eu aucun sujet locatif, là où en France, évidemment, c'était absolument pas le cas. Et enfin, à l'étranger, on va avoir plus facilement accès à des beaux fermes plus longs. Donc, qui dit beau ferme dit revenus sécurisés sur une longue durée, là où en France, on va plutôt être sur un modèle 3-6-9. Un autre avantage, c'est que malheureusement, les revenus fonciers issus de la France sont soumis à une fiscalité confiscatoire, la fameuse CSG-CRDS de 17,2% que l'on n'aura pas lorsqu'on a des revenus issus de l'étranger. Donc ça, il y a quand même, j'ai pas envie de parler de fiscalité avantageuse, mais malheureusement, la fiscalité française est plus confiscatoire. Et enfin, le marché français reste quand même un petit peu plus cher que les marchés étrangers que l'on cible en général. Donc, on va pouvoir saisir à qualité équivalente des actifs qu'on paye moins cher et qui seront a priori plus performants. On va parler du comment. Ah non, le pourquoi. Désolé. Bon, ces quelques courbes, elles sont là pour présenter le fait qu'on estime vraiment que Comet est lancé dans un bon momentum sur toutes les classes d'actifs tertiaires, en tout cas les principales, la logistique, le bureau et le commerce. Pour le commenter de manière assez simpliste, mes propos n'engagent que moi et Alderan, évidemment, peut-être d'autres personnes qui auront d'autres analyses. Je pense qu'on peut se dire qu'entre 2012 et 2018, sur les marchés, il y avait de la place et on avait des comportements d'acquisition qui étaient relativement rationnels. Puis, entre 2018 et 2022, et puis vous l'aviez dit tout à l'heure, hein, on a eu un afflux massif de cash, les SCPI n'ont jamais autant collecté, les taux d'intérêt sont descendus, et puis de manière générale, hein, sur l'investissement immobilier, on a constaté qu'il y avait énormément de cash à investir, et cela a mis sur les acteurs une pression de la collecte qui a parfois entraîné des comportements, ce que moi j'appelle la course à l'échalote, c'est-à-dire il faut acheter, donc on peut acheter vite et on peut acheter parfois mal, et parfois on va même surpayer les actifs. Alors c'est pas la démarche qu'a eu Alderan, mais c'est une démarche assez générale qu'on a pu constater sur de nombreux marchés. C'est ce qui explique aussi probablement qu'on est aujourd'hui en décompression et en crise. Toutefois, c'est vraiment ce qui illustre la compression des taux entre 2018 et 2022. Et ce qu'on constate depuis 2022, c'est que petit à petit, on a ce retournement, on a une décompression des taux d'intérêt, on a cette fameuse crise, alors qui n'est pas bonne évidemment, mais qui, à mon sens, ramène les marchés à un comportement beaucoup plus raisonnable. Donc moi, j'ai pas envie de dire qu'aujourd'hui tout est bradé. J'ai plutôt envie de dire qu'aujourd'hui, on va pouvoir acheter au juste prix, au bon moment, sur de nombreux pays. Donc on est sur des comportements beaucoup plus raisonnables. Alors le comment, on investit à l'international chez Alderan. On va avoir évidemment une approche très empirique puisque l'immobilier et l'investissement, c'est avant tout un travail d'hommes, de femmes et de terrain. La première chose qu'on va regarder pour sélectionner nos pays, ça va être regarder évidemment l'analyse générale d'un pays, son analyse économique, démographique, mais également son analyse culturelle. Moi, j'ai même envie d'aller
jusqu'à parler de comprendre la psychologie d'un marché, la psychologie des vendeurs, la psychologie des acteurs, comment les marchés sont structurés. On a vraiment beaucoup d'éléments qui vont nous permettre de nous dire si un marché est intéressant ou pas. Ensuite, évidemment, on va analyser le marché immobilier. Quelle est sa taille? Est-ce qu'il a du sens? Est-ce qu'on va être concentré sur une ville? Est-ce qu'on va avoir des marchés secondaires? Comment sont structurés les réseaux de transport? Quelle est la part des investisseurs nationaux par rapport aux investisseurs internationaux? On le voit sur les marchés qui sont très exposés aux internationaux. En temps de crise, quand les investissements s'arrêtent, on peut se retrouver avec des sujets de liquidité. Donc, il y a des analyses immobilières en amont à faire qui vont nous donner des éléments pour nous dire si, au moment où on l'étudie, tel ou tel marché est intéressant. Évidemment, le momentum est clé. Est-ce qu'on est en bas de cycle? Est-ce qu'on est proche d'un bas de cycle? Est-ce qu'on est toujours en haut de cycle sur des marchés un petit peu compressés? Ce qui est, à mon sens, aujourd'hui, par exemple, le cas de l'Allemagne. Et puis, parallèlement à ces analyses très théoriques, on va mettre en place une présence très accrue sur le terrain, donc mise en place de réseaux, les brokers, vendeurs, les fonds d'investissement, puis également le réseau secondaire qui est également clé, les fiscalistes, les avocats, les techniciens. Ce sont toutes ces personnes qui vont en fait être vraiment de très bons conseils et qui vont nous chuchoter les secrets d'un marché à l'oreille. Et je pense que ces gens-là sont vraiment très précieux. Donc, l'importance du réseau. Sur les marchés que l'on estime un petit peu complexes ou peut-être parfois trop grands, Alderan va s'accompagner d'opérateurs locaux. Donc, on va pas y aller tout seul, on va y aller avec des opérateurs locaux. C'est le cas, par exemple, de l'Espagne et de l'Italie. Et sur d'autres marchés, on va y aller nous-mêmes parce qu'on estime que le marché il est suffisamment structuré, suffisamment transparent pour qu'on puisse faire nos emplettes tout seul. Enfin, un autre point qui est vraiment clé, l'immobilier, c'est un point, mais quand on gère des SCPI, on gère avant tout de la performance, en tout cas quand on fait du rendement. Donc, les éléments, ils sont pas secondaires, mais périphériques, donc les éléments juridiques, fiscaux et réglementaires sont également clés. Donc, il y a toujours une analyse très fine et détaillée à faire en amont de l'ouverture d'un pays, parce que parfois, on peut acheter à des taux de rendement très élevés, mais si on passe à côté d'un détail fiscal ou comptable, on peut se retrouver avec un rendement très faible. Donc, il y a vraiment une approche très détaillée et très hands-on, j'ai envie de dire, donc vraiment sur le terrain qui est mis en place pour investir à l'international. Donc, notre expertise chez Alderan, on a, si on prend toute l'équipe ensemble, on a une couverture géographique aujourd'hui déjà ouverte sur une quinzaine de pays sur lesquels on investit ou on a déjà investi depuis 2014. Donc, il y a peu de découvertes en ce qui nous concerne. Le territoire est très bien maillé. Après, c'est le comment on y va. L'approche que l'on a, c'est d'ouvrir des pays de manière méthodique. L'idée, c'est pas de dire on a un fonds, on va faire 10 pays en une année. On pense que ça n'a pas de sens. Notre objectif, c'est de le faire au fur et à mesure. Donc aujourd'hui, on cible 4 à 5 pays. Et puis ensuite, ce qui nous intéresse, c'est de préparer le futur. Donc moi, globalement, mon travail, c'est de préparer le futur. Et l'équipe d'investissement, son travail, c'est de mailler et d'acheter et de sourcer les pays qui sont déjà ouverts. Alors Miranda, j'ai déjà une question qui arrive, qui est, enfin, je me permets de couper un peu la présentation. On est d'accord que ce ne sont pas vos équipes à vous. Vous n'avez pas des bureaux. Alderan n'a pas de bureau à l'étranger. Non. Alderan n'a pas de bureau à l'étranger. Lorsqu'on travaille avec alors, à ce jour, on estime que pour ouvrir un bureau à l'étranger, il faudrait avoir entre 400 et 500 millions d'actifs sur place. Pourquoi? Ouvrir un pays, c'est employer du monde, c'est avoir des personnes à plein temps, c'est quand même très onéreux et il faut que le jeu en vaille la chandelle. Donc, on reste une entreprise et il faut qu'on fasse les choses de manière efficiente et intelligente. L'autre point, en tout cas, c'est notre conviction, c'est que garder la substance, la stratégie et l'agilité à Paris, c'est quelque chose auquel on tient vraiment. Donc, on veut vraiment internaliser depuis Paris cette fonction. Et ensuite, lorsqu'on estime que c'est nécessaire, on va s'appuyer sur des partenaires locaux. Alors, quand je vous parle de partenaires locaux, je prends le cas de l'Espagne, mais c'est également le cas de l'Italie. Aujourd'hui, on a une équipe qui n'est pas Alderan, mais qui travaille énormément pour Alderan. J'ai envie de parler de quasi-exclusivité. Et cette équipe de 4 personnes qui nous est quasi dédiée va vraiment être nos yeux, nos bras, nos oreilles et va nous accompagner de manière très accrue sur le terrain. Donc, c'est pas Alderan, mais on a des partenariats qui sont très forts.
Ok. Et la question sous-jacente, c'était du coup, enfin, je l'interprète ainsi, est-ce que justement le fait de passer par des intermédiaires, mais je comprends que je comprends qu'il y a aussi une histoire de rentabilité pour parler clairement, le fait de passer par des intermédiaires, est-ce que ça vient pas impacter la rentabilité qu'on sert in fine à l'associé? Ils sont payés par la société de gestion. Ok, ça marche, très clair. Donc, ça vient impacter la rentabilité d'Alderan, pas de... Oui, je comprends. Ok, ouais. Ok, très clair. Oui. On va vous donner peut-être quelques exemples de pays. Je pense pas qu'on va passer tous les slides. Aujourd'hui, Comet, mais également Activimo, donc je vais parler de l'internationalisation en général. Alors, Comet, vous le savez peut-être ou peut-être pas, l'autorité de marché nous a demandé que les 30 premiers millions soient investis en zone euro. Donc ça, c'est un point à avoir en tête. Les 30 premiers millions vont être investis d'ici le 28 juin, a priori. Pourquoi ils vous ont imposé ça? Je pense que c'est un petit peu normal. On est autorisé à couvrir une géographie qui est quand même très large. Il me semble que nous sommes la SCPI avec le territoire autorisé le plus large. Alors, ça ne veut pas dire qu'on va le faire, mais ça veut dire qu'on est autorisé à aller très loin. Et je pense que ça rassure l'autorité et peut-être également les investisseurs de voir notre capacité à faire déjà pas loin de chez nous, même si l'Europe n'est quand même pas loin de chez nous, mais en tout cas la zone euro dans un premier temps est peut-être rassurante. Et ensuite, une fois qu'on aura prouvé qu'on est capable de le faire, on pourra évidemment déployer et aller beaucoup plus loin. Donc dans cette approche, donc historiquement, Alderan investit en Italie, en Espagne, beaucoup en logistique parce que ce sont deux marchés qui sont assez industriels et sur lesquels on a de très bonnes opportunités. Comme je le rappelais, nous avons nos operating partners qui nous accompagnent également. Donc, on continue sur cette lancée avec Comet pour diversifier la classe d'actifs, donc pour faire du bureau, du commerce. On a récemment fait, mais Pauline en parlera, une acquisition sur du paddle à Madrid, par exemple. On ouvre depuis le mois de décembre deux nouveaux pays, l'Irlande et les Pays-Bas. Donc moi, c'est des marchés que je connais très bien pour les connaître en fait depuis 2014 pour les Pays-Bas et 2016 pour l'Irlande. C'est des marchés bon, c'est peut-être pas ce qu'il faut dire, mais je trouve assez facile d'accès en fait, très très SCPI compatible, des petits marchés, on achète vite. On a des deals de taille moyenne, les WALB sont longues, les beaux triple nets sont assez faciles à trouver et c'est des marchés qui sont bien structurés. Et on ne s'en prive pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, les taux de rendement sont quand même très intéressants. Moi, les Pays-Bas, par exemple, c'est un marché que j'aime beaucoup, mais entre 2017 et 2022, je n'y ai pas mis un pied, malheureusement. Pourquoi? Parce qu'il me semble que les prix étaient quand même parfois très déraisonnables. Donc, on a beau aimer un marché, si on considère que c'est trop cher, on n'est pas censé y aller. On négociait, on négociait pas, du coup on le faisait pas, mais on arrivait à trouver de la logistique aux Pays-Bas à 3,5%. Est-ce que cela a vraiment un sens? Je ne le pense pas. Aujourd'hui, ce sont des marchés qui redeviennent vraiment raisonnables. Donc, on considère que c'est vraiment le moment d'y aller et de constituer un portefeuille intéressant. Après, ça reste des marchés qui sont quand même limités en taille. Donc, aujourd'hui, on a l'Irlande, les Pays-Bas. On va y rester, je pense, 18 à 24 mois. L'Espagne et l'Italie. Et parallèlement, on ouvre d'autres pays. Et ensuite, dans notre approche, c'est soit une ouverture active. Donc, on va chercher, on est sourceur et on est dynamique. Soit une approche passive, opportuniste. Le pays est intéressant, mais pas tant que ça. Si des opportunités arrivent, why not? Sinon, on ne poussera pas. C'est un petit peu notre approche. Et puis, on rappelle qu'on a plus de 300 locataires sur Activimo, que certains nous demandent de les accompagner à l'international. Et donc, on voulait être en capacité de les accompagner si toutes les règles fiscales, juridiques, etc. étaient compatibles avec le principe de la SCPI. Donc, selon toi, Miranda, toutes les SCPI, tous les gérants qui ont investi depuis 2 ans dans les Pays-Bas ou en Irlande se sont plantés à coup sûr. Alors moi, j'ai pour principe de ne jamais avoir de vérité universelle et j'aime beaucoup utiliser le conditionnel. Je pense que des opportunités, il y en a partout. Tout dépend du moment, du qui, du quoi, de la stratégie. Est-ce qu'on parle de rendement? Est-ce qu'on parle de création de valeur? Moi, j'ai même envie de te dire que tous les pays et toutes les classes d'actifs sont intéressantes. Tout dépend de ce qu'on en fait, en fait. Est-ce qu'on est sur un fonds long? Est-ce qu'on est sur un fonds de rendement? Est-ce qu'on a une duration courte? Donc, la réponse est non, évidemment. L'exemple que je te donne, il est personnel. Moi, je n'investissais pas aux Pays-Bas entre 2017 et 2022,
puisque je gérais une typologie d'actifs qui devait créer du rendement, en l'occurrence distribuer 6% lorsqu'on achète à 4,40 sur un marché sur lequel on n'arrivait pas à s'endetter sans dette amortissable ou alors très difficilement, c'était ingérable, mais c'est un cas particulier. Donc, ce que je dis est toujours à mettre en exergue avec une réalité du moment et une problématique de gérant. Ok. La réponse de Normand, mais c'est ma réponse. Je vois ça, mais j'aime pas trop ça, je suis breton. J'aime pas les réponses de Normand. Alors, on va faire un focus sur Comet. C'est une plaisanterie, bien évidemment. Alors, Comet est une SCPI qui est article 8 dans la classification SFDR et qui devrait aller chercher, en tout cas qui fait en sorte d'aller chercher une labellisation ISR pour la fin de l'année, pour ceux que ça intéresse. La stratégie d'investissement, vous l'avez compris, l'idée c'est d'investir en zone euro et au-delà sur opportunité. Le petit plus, c'est qu'on n'investira pas en France. Je rappelle qu'on se l'est formellement interdit, c'est dans nos statuts, dans notre note d'info, donc on n'a pas fait semblant. Aujourd'hui, il n'y a pas de dette dans le véhicule. Ça ne veut pas dire qu'on ne mettra pas de dette. On ne s'interdira pas d'avoir une avance de trésorerie. C'est vrai que la collecte sera raréfiée, en tout cas par rapport à ce qui se passait en 2019, 2018, 2020. En revanche, les opportunités immobilières ne manquent pas. Donc, on n'a pas envie de passer à côté de trop d'opportunités immobilières. Et s'il faut mettre en place quelques lignes de trésor en anticipation de collecte, on le fera. Comet peut investir aussi bien sur des bureaux, des commerces, des locaux d'activité, des entrepôts. Je rappelle en revanche que Comet n'investira pas sur le périmètre d'Activimo, qui est la logistique en zone euro. On ne voulait pas d'overlap entre les deux. On voulait deux véhicules qui soient complètement complémentaires. Et enfin, oui. Non, pardon, je te laisse poursuivre. Et enfin, on va cibler des actifs qui vont pour l'instant jusqu'à 20 millions d'euros. Pourquoi ? On a estimé qu'en vitesse de croisière, cette collecte pourrait être de l'ordre de 20 millions d'euros et qu'en ciblant des actifs jusqu'à 20 millions d'euros, on aurait une bonne mutualisation du risque locatif. Après, ça ne veut pas dire qu'on ira jusque-là. Pour l'instant, les premières acquisitions, on est plutôt sur une dizaine de millions d'euros, 4-5 millions d'euros, mais en tout cas, on regarde des actifs jusqu'à 20 millions d'euros. Ça pourrait évoluer si la collecte continue de progresser. Et puis, on a intérêt à privilégier des baux fermes de longue durée, mais on va voir qu'on s'interdit pas de faire l'acquisition d'opérations avec des baux plus courts quand on estime que le risque est maîtrisé et que le rendement est à la hauteur de ce qu'on recherche. Deux questions qui me viennent. La première, c'est pourquoi vous n'avez pas fait cette stratégie, mise en place cette stratégie dans la SCPI Activimo? C'est-à-dire pourquoi avoir créé un deuxième véhicule? Ouais. Peut-être que la raison, la question fiscale est une réponse. Et deuxième point, si vous trouvez un local logistique hyper intéressant, hyper rentable aux Pays-Bas ou en Espagne, vous vous interdisez de l'acheter et vous le mettez dans le portefeuille d'Activimo ou non? Vous dites Activimo, ouais. D'accord. Okay. Et non, en fait, l'objectif c'était d'avoir un véhicule thématique. On a fait une promesse à nos investisseurs. On a dit qu'Activimo serait dédié aux locaux d'activité à la logistique. Au départ, c'était un véhicule français, mais on s'autorisait à aller en Europe. Quand on a été suffisamment mature et quand on s'est senti prêt à le faire, et surtout quand les conditions économiques nous ont poussé à le faire, et ben on a décidé d'ouvrir le patrimoine d'Activimo à l'Europe. D'autre part, c'est vrai qu'Activimo était un véhicule monothématique et donc pour mutualiser le risque, on trouvait intéressant de pouvoir investir dans différents pays. Aujourd'hui, Comet, c'est un autre fonds, c'est une autre époque et on avait envie d'avoir un véhicule qui soit plutôt un véhicule carte blanche. C'est le véhicule peut-être de la maturité et on s'est dit que on était enfin prêt à aller acheter et s'exprimer sur toute classe d'actifs confondus et sur le plus de pays possible. Ok. Bon, d'accord. Deux stratégies totalement distinctes et on assume parfaitement. Ok, très clair. Alors, à ce stade, le portefeuille de Comet est composé de deux actifs. Un sur un club de padel en Espagne, notre opération de bureau à Milan. Ce sont des pays qu'on avait déjà ouverts avec Activimo. On va voir sur la slide suivante que la première acquisition, c'était un club de padel à Madrid avec une WALB particulièrement longue de 14 ans. Est-ce que tu peux rappeler ce qu'est la WALB? La WALB, c'est la durée ferme des baux restants à courir. En fait, c'est les revenus qu'on a sécurisés. Ok. Et puis après, par contre, la WALT, qui est la durée non ferme des baux restants à courir, peut être, elle, encore supérieure. Typiquement, quand vous avez des baux 369, la WALB, c'est 3 ans, et puis ça peut être jusqu'à 9 ans, voire plus,
sur la Walt. Alors, est-ce qu'il n'y a pas un effet de mode sur le padel, pour ceux qui connaîtraient pas? C'est une sorte de mix entre le squash et le tennis, qui se joue souvent, qui se joue en indoor. Est-ce qu'il n'y a pas un effet de mode qui va passer et du coup la rentabilité va baisser? Qu'est-ce que vous pouvez en dire? Je suis en train de parasiter votre présentation, désolé. Non, pas du tout, on aime bien, il n'y a pas de problème. On avait dit qu'on pouvait poser des questions sans qu'on allait répondre de façon tout à fait claire. Sans filtre. Sans filtre. Voilà. L'Espagne a le plus grand nombre de licenciés de paddle au monde. Il y fait beau, il y fait chaud, on aime le paddle, ça devient quand même assez culturel. C'est un sport qui semble s'ancrer dans les mœurs. On ne pense pas que ce soit un effet de mode. Dans tous les cas, on a 14 ans sécurisés. On a de très très bonnes garanties locatives, donc malgré tout l'attachement et même le fait qu'on ait beaucoup apprécié cette thématique loisir, on se sent pas du tout en danger sur cet actif, d'autant qu'il a une belle reversibilité, ça veut dire que même si le locataire fondait les plombs, ce qui n'est pas prévu évidemment, on pourrait le reconvertir en autre chose. Et puis je le rappelle, même si c'est pas le but, on reste quand même des personnes, on essaye d'être agile et pragmatique. Quand on a constitué notre portefeuille, on part aussi du principe que 4 millions dans un portefeuille qui, on l'espère, atteindra le milliard dans 3 ans, ne représentera pas grand-chose. Donc, en termes de risque, il n'y en a quasi pas. OK. Deuxième opération, un bureau de 14 locataires, donc multi-locataires. Le plus gros locataire, c'est une marque que vous connaissez bien, c'est Burger King. C'est une opération d'un peu plus de 14 millions d'euros avec un rendement proche de 12%. Spécificité de ce bureau en Italie, le dernier étage n'a pas encore subi de travaux et n'est pas loué. Donc, on arrive à obtenir un rendement de 12% alors qu'on n'a pas encore fait les travaux pour louer le dernier étage. Donc, on espère optimiser le rendement de cet actif-là. Vous allez me dire, oui, on achète des beaux longs c'est une WALB de 3 ans. Pourquoi on a acheté cette opération-là? Parce qu'en fait, l'asset manager, qui était déjà l'asset manager de l'opération, du vendeur, reste en place et en fait, toutes les sociétés qui étaient dans ces bureaux-là, en fait, le sont depuis longtemps. Donc, en fait, on a bon espoir que les locataires restent suffisamment de temps. Et puis, si un locataire s'en va, on en trouvera un autre. On n'est pas très inquiet là-dessus. Alors, l'asset manager dont parle Pauline, c'est notre fameux opérateur local. Donc, on est très lié à cet opérateur. C'est une opération de off-market. Il l'a eu pour nous parce qu'il a la main sur cet actif. Et il gère effectivement, comme le disait Pauline, l'actif depuis de nombreuses années. Donc, on se sent très en confiance sur cet actif. Il est en périphérie de Milan, parce que Assago, c'est vrai que ça parle peut-être pas. On est très bien desservi, c'est une belle zone. Et on a, à titre d'exemple, d'autres confrères qui gèrent également des fonds grand public qui ont pu acheter des actifs, alors évidemment pas similaires, mais à des taux plus compressés. Donc, nous, on estime que ce profil à ce taux-là, c'est une très belle opportunité. OK. Et quand on parle de WALB 3 ans, puisque c'est un bien qui est multilocataire, c'est en moyenne, c'est ça? Absolument, oui, tout à fait. OK. Il y a des WALB qui sont beaucoup plus longues, d'autres qui sont un peu plus courtes. Mais là encore, c'est un risque maîtrisé. On a l'habitude, on a estimé que le jeu en valait la chandelle. On l'aurait pas fait sur du monolocataire, clairement le dire. Ou alors avec des projections de location de locataires futurs. Je pense qu'on l'aurait pas fait. On préfère le multilocataire, clairement. D'ailleurs, je crois qu'on verra, mais peut-être vous avez fait attention, mais en tout cas, sur les slides, on expliquait qu'on préférait quand même les bureaux multilocataires. Et donc, vous allez nous parler de musique dans le pipeline sécurisé? Oui, alors on devrait acheter d'ici la fin du mois de juin une opération aux Pays-Bas, à Amsterdam, avec un rendement de 7,6% à peu près, une WALB de 6 ans. Et en fait, c'est un studio d'enregistrement qui est loué à une société qui commence par un E et qui finit par un L. Je vous laisserai chercher. Prochaine acquisition possible entre septembre et octobre, une opération en Italie, qui est une opération de bureau avec un rendement proche de 10%, une WALB de 6,5 ans qui se situe à Gorgonzola. Alors, en avance de collecte, on a envoyé il y a environ 2 semaines une vingtaine de millions de LOI. Alors, une LOI, c'est une lettre d'intention sur lesquelles on espère avoir un retour positif et sur lesquelles on va s'engager dans des due diligence en attendant la collecte.
Ok, la question que je veux vous poser, c'est quand on voit les locataires ou du moins les objets de location, donc le paddle, enfin le sport, pardon, le studio d'enregistrement, on se dit ça peut être intéressant parce que c'est une manière un peu différente d'investir. Est-ce que c'est votre souhait d'avoir je dirais des secteurs d'activité qui sont un peu différents, un peu alternatifs, ou non, c'est l'opportunité qui fait que vous avez fait ça? C'est vrai qu'on aime bien. Donc, comme le disait Pauline au départ, on est une société de gestion indépendante et on est tous, en tout cas au niveau du management, très impliqués dans les décisions qu'on va prendre. Alors à la fois dans les comités qu'on appelle les comités d'engagement, donc dont je fais partie avec le directeur général pour dire OK, on envoie ou pas une lettre d'intention, mais à la fois dans les comités d'investissement dans lesquels on va avoir Pauline et nos autres gérants financiers. On aime bien ce côté différenciant, mais toujours en se disant on sort du classique à partir du moment où il y a une possibilité de reversibilité. Ce même actif là dont on parle, bon, c'est une big box. Donc si le locataire dont parle Pauline s'en va, on pourra en faire autre chose. Donc l'idée c'est pas de partir dans du trop spécifique, mais quand on a cette typologie d'activité, oui, ça nous semble un petit peu rafraîchissant. Ok, très clair. Ça. Super. On va peut-être rappeler quelques chiffres. Alors, ils étaient au 31 mars, puisque bien entendu, ils ont évolué, mais les chiffres à venir seront sortis, comme à l'accoutumée, tous les trimestres, donc au 30 juin. On a une SCPI, donc qui avait été lancée le 18 décembre 2023, avec un minimum de souscription de 20 parts, soit 5 000 €, des frais de souscription de 10% hors taxe, mais tous les frais sont hors taxe chez nous. Et quand on regarde la valeur de retrait, on voit bien que ce sont les 10% qui sont pris en compte. Des frais de gestion de 11%, un nombre d'associés qui est quand même plutôt important parce qu'en fait, on a eu une collecte abondante, notamment sur la page sponsor, et que la quasi-totalité des capitaux récoltés viennent de vous, et on vous en remerciera jamais assez, puisque on a aujourd'hui pas vraiment d'institutionnel au capital de la SCPI. Aujourd'hui, la capitalisation tangente plutôt les 50 millions que les 38,7 millions. Le délai de jouissance est un délai de jouissance somme toute classique. C'est pas parce qu'on achète plus vite à l'étranger qu'on doit pas rester sélectif. Et surtout, le délai de jouissance nous permet d'investir bien, d'investir mieux, d'investir vite. Et donc, d'aller chercher un objectif de taux de distrib peut-être un peu supérieur les premières années et puis dans le temps. L'objectif de taux de distribution, vous le verrez, il avait déjà été rehaussé avec la deuxième acquisition. Et donc, il était passé à 7%. Sans trahir de secret, une fois qu'on aura réalisé la troisième acquisition, donc les studios télé, les studios d'enregistrement aux Pays-Bas, cet objectif de distribution devrait être rehaussé à 8% minimum pour l'année 2024. Tout vous sera dit dans le prochain BPI. Génial. Et vous avez fait apparaître les clés de démembrement. Ça, c'est quelque chose qui est important parce qu'on a pas mal de demandes. Tout à fait. En fait, il y a déjà pas mal d'outils finalement pour un véhicule qui est jeune. Donc, vous pouvez souscrire via France SCPI en ligne, en direct. Vous pouvez payer par prélèvement même avec France SCPI. Cette SCPI est déjà disponible à crédit dans une offre qui est le CFCAL, mais ça, vous verrez tout avec Paul ou son équipe. Oui. Pour le coup, Comet est déjà disponible en démembrement avec des clés qui sont les suivantes qui s'affichent. Sur 5 ans, l'usufruit est à 20, la NUPRO à 80, et sur 10 ans, usufruit à 33 et nue propriété à 67%. Bon, ok. Normalement, on a bien balayé les choses. Je regarde l'heure parce que ça passe vite. Alors vos questions. Donc je vais arrêter de partager mon écran et je vais revenir là-dessus. Je vais essayer de vous synthétiser les choses. Alors la première question qu'on me pose, qui est très concrète, c'est le TOF à 88% est assez faible. Je crois que j'ai la réponse, mais je vais vous laisser répondre quand même. Pourquoi ? Alors, parce qu'en fait, on a acheté une opération avec un taux à 100% et je vous ai dit que la deuxième acquisition, on avait acheté en connaissance de cause avec un TOF de 85% puisque le dernier étage n'était pas loué. Donc, au départ, quand on fait des acquisitions, le TOF est extrêmement sensible. À partir du moment où on aura déjà fait la troisième acquisition qui est louée à 100%, vous verrez que le TOF, mécaniquement, il va remonter à plus de 90, voire à plus de 92 ou 93%. Et quand on aura acheté la quatrième acquisition, ça va plutôt tangenter vers les soins. Alors, on n'aime pas trop donner trop de scoop en avance, mais sachez que sur l'actif en question, on est en discussion, enfin notre asset manager est déjà en discussion avec des locataires. À partir du moment où on va avoir le go du locataire, on va entamer les travaux de ce fameux 5e étage pour passer en full occupation d'ici quelques mois.
Ok. On me dit, alors là c'est quelqu'un qui veut investir full Aldéran, on me dit pour jouer la complémentarité, sympa, Activimo Comet, quel est le ratio recommandé entre ces deux SCPI? Alors, on ne peut pas faire de conseils en investissement financier. On a lancé Comet parce que je sais que certains d'entre vous ont une fiscalité qui est quasi confiscatoire, puisque quand on prend les prélèvements sociaux et la tranche marginale supérieure d'imposition, ça peut aller jusqu'à plus de 60% d'impôts. Et j'aurais tendance juste à vous dire que si vous payez beaucoup d'impôts, naturellement, vous allez peut-être aller plus vers Comet. Mais on n'est pas là pour vous donner du conseil en investissement financier. La seule chose qu'on peut vous dire, c'est que les deux véhicules se sont voulus parfaitement complémentaires. Ok, on me pose également la question quid de la couverture du risque de change, puisque vous prévoyez à un moment donné d'investir hors zone euro. Voilà, je vous laisse répondre également. Au cas par cas, pays par pays et momentum par momentum, on verra si on couvre, si on se couvre, puisque la couverture de change a un coût, si on va plutôt saisir l'effet de vis comme une opportunité. Et l'autre paramètre, c'est est-ce qu'on couvre l'acquisition, oui ou non, et est-ce qu'on couvre ou pas les revenus. Donc c'est vraiment du cas par cas. Comme je vous le disais, on essaie vraiment d'avoir une approche agile et pragmatique. Et donc je peux pas répondre en avance puisqu'on va pas gérer le UK comme on va gérer la Pologne ou comme on va gérer le Canada. C'est 3 pays qu'on est en train de regarder en ce moment. On me demande si vous regardez la Nouvelle-Zélande. Oui, on regarde. On regarde, mais on le regarde en essayant de construire un partenariat très fort avec un très gros groupe qui est implanté, en fait, dont la maison mère est australienne, qui est implantée en Nouvelle-Zélande, qui est très implantée également en Europe. Si on y va, ce sera de manière quand même accompagnée, parce qu'on va pas se leurrer, on est basé à Paris, on va pas monter une équipe Aldéran là-bas, donc si on va en Nouvelle-Zélande, c'est si on arrive à se nouer, alors, soit ce partenariat, soit un autre, mais on sera vraiment accompagné par des locaux reconnus et qui ont pignon sur rue, enfin pas que pignon sur rue, mais qui sauront vraiment nous accompagner dans des bons deals. Donc on le regarde, mais pour le moment, on n'y est pas. On me demande également si, c'est Fabrice qui me demande si vous pourriez être amené à investir, à co-investir avec Activimo, c'est-à-dire à vous retrouver. Non, aucunement. Les deux périmètres, il n'y a pas d'overlap entre les deux. Non. Et donc, il n'y aura pas de co-investissement entre les deux véhicules. Et il n'y aura pas non plus de prise de participation d'un véhicule dans un autre. Ok. Enfin, on me demande s'il est prévu de mettre la SCPI Comet dans un contrat d'assurance vie. Alors, moi, j'aime bien étape par étape. Avant de référencer Activimo dans un contrat d'assurance vie, j'ai voulu que la collecte soit suffisamment abondante, que le véhicule soit suffisamment liquide. Donc, je pense que c'est pas le moment de le faire. Et pour l'instant, je me suis pas tellement posé la question. Ensuite, si on sort un véhicule où on exclut la France, c'est pour être particulièrement attractif au niveau fiscalité, alléger les déclarations fiscales quand vous êtes expatrié, par exemple, etc. Et donc, je suis pas certaine que l'objectif soit de référencer Comet en assurance vie tout de suite. Voilà. Je vous dis pas que ça n'arrivera pas, mais je vous dis que pour l'instant, ça fait pas partie de ma roadmap immédiate. Après, si on a beaucoup de demandes, pourquoi pas, mais c'est pas le cas pour l'instant. Ok, j'ai balayé toutes les questions, du moins il y a d'autres questions, mais auxquelles vous avez répondu au cours de la présentation. Ça donne envie. Moi, ça me donne envie d'aller voir plus loin. C'est intéressant. J'ai envie de vous demander cette année si vous pensez être, et ce sera peut-être la dernière question, est-ce que vous pensez être la SCPI qui va servir le plus fort taux de distribution 2024? Est-ce que vous avez envie d'être sur la première marche ou vous savez pas? Qui répond? Je pense qu'aujourd'hui, on est en bonne mesure de le faire. Ouais. On n'a pas envie de jouer une course à l'échalote stupide et de se dire on va distribuer n'importe comment, on fait pas quelques réserves pour l'année prochaine, etc. Mais si toutes les acquisitions se passent comme elles doivent se passer, on devrait être en capacité quand même d'être sur le podium et voire d'être plutôt sur les marches élevées du podium. Ok. Moi, je rajouterais qu'il serait anormal en lancement de SCPI en 2024, dans une année où le cash qui est placé sans risque est rémunéré à quasi 4%, même si les taux viennent un peu de baisser, de ne pas avoir des rendements quand même relativement élevés cette année.
ça ne présage pas de ce qui va se passer dans le futur. Et c'est pas si on est premier, deuxième, troisième, nous c'est pas ce qui nous intéresse. Mais on n'est pas dans cette course à l'échalote, mais il serait anormal de pas avoir un rendement quand même assez intéressant cette année. Mais notre objectif long terme, c'est de faire du 6%. Parce que ça nous paraît pertinent et tenable, je n'ai pas envie de dire en tout temps, mais c'est un taux qui peut nous permettre de traverser les cycles. Très clair, très clair, très clair. Donc ça veut dire que les SCPI qui ne servent pas de rendement et qui viennent de se créer ne font peut-être pas du bon travail. Vous adorez généraliser ce que je dis. Je sais pas. Faut faire les calculs, mais a priori le cash placé il ramène entre 3,5 et 4. Donc normalement si on n'achète pas trop mal et si on collecte bien, il faut quand même avoir de l'argent, une bonne gestion financière. Si on achète vite, si on achète bien, on est censé pouvoir en première année de SCPI produire des rendements qui restent, je ne sais pas quel est le terme autorisé par l'autorité des marchés, mais attractifs avec tous les disclaimers qui vont avec. Intéressant. Ok, bon, on va dire que ce sera des rendements intéressants. Ouais. Pauline Miranda, je vous remercie d'avoir répondu à toutes ces questions sans filtre. Vous voyez, elles n'étaient pas si dures que ça. Et je vous remercie à tous d'avoir participé à cet événement. Vous pourrez nous retrouver évidemment sur LinkedIn, sur YouTube. Vous pouvez venir sur notre site sans problème. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée. À bientôt. Merci. Au revoir. À bientôt.